Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Sorex. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Aujourd'hui, on est frappé évidemment par la faillite du Sheraton. C'est 200 emplois de perdus, pas de quoi payer tous les salaires de décembre. Une annonce assez brutale, en tout cas c'est ce que dénonce le ministre Gauzoin. Ça vous a frappé aussi? Oui, c'est une annonce très brutale et juste avant la période des fêtes, on peut s'imaginer quelle détresse pour les 200 personnes et leurs familles qui travaillaient là. Je trouve ça assez regrettable de la part de la direction de ne pas avoir programmé les choses dans le temps, avoir travaillé avec les organisations syndicales pour faire en sorte que cette sortie se passe dans de meilleures conditions. Et manifestement, du côté de la direction, il y a eu un manque d'investissement ces dernières années. Très clairement, cet hôtel n'était plus adapté aux normes de confort et de qualité qui sont exigées par certains touristes, et notamment les touristes d'affaires. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment la faillite d'une société, mais c'est aussi la faillite de la manière dont cet hôtel a été dirigé au cours de ces dernières années. Qu'est-ce que la région peut faire pour aider ce personnel ? Mais à la fois faire en sorte qu'on puisse au sein du secteur hôtelier essayer de retrouver des débouchés pour ces personnes. C'est possible ça, parce qu'on sait que depuis le lockdown, les attentats, le secteur hôtelier était en chute. Ça remonte un peu depuis novembre, mais pas encore énormément. Alors c'est possible, mais ce ne sera pas facile en effet, parce que c'est vrai que si le secteur manque parfois de main-d'œuvre qualifiée, d'expérience, et donc là le personnel du Sheraton peut y répondre, ce secteur souffre énormément au cours de ces derniers mois, depuis les attentats, depuis le piétonnier aussi, tout ce qui s'est passé à Bruxelles au cours de ces derniers mois fait en sorte que le tourisme se redresse, mais se redresse très lentement, et c'est vrai que les débouchés ne sont pas très très nombreux dans les prochains mois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un bâtiment de cette ampleur, c'est quand même 500 chambres, reste vide? Là on parle de 2 repreneurs, mais est-ce qu'une reprise va se faire automatiquement ou ça pourrait rester un chancre? Non, ça je pense que le bâtiment en lui-même fera l'objet de convoitises, ça c'est certain, parce qu'il est évidemment extrêmement bien situé au centre de Bruxelles. Donc j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir du bâtiment, j'ai beaucoup plus d'inquiétude sur l'avenir du personnel, des gens qui aujourd'hui, à la veille de Noël, se retrouvent quand même face à de fameux questionnements concernant leur avenir. Alors on va parler des avions, de la tolérance zéro qui sera d'application par rapport au bruit à partir du 1er janvier. Hier, Brucargo disait... ça va tuer l'emploi. 3500 postes, 1250 en emploi direct et 2500 en emploi indirect. Vous êtes d'accord avec ça? J'en ai mais complètement marre de ce chantage qui est fait par les autorités de l'aéroport ou par un certain nombre de compagnies aériennes, ce chantage à l'emploi par rapport à la qualité de vie et à la santé des Bruxellois et de ceux qui vivent aux alentours de Bruxelles. Je pense qu'il faut vraiment maintenant se mettre autour de la table pour avoir une réflexion sur le développement futur de cet aéroport. J'ai entendu Arnaud Feitz, le directeur général de Bruxelles Airport, avec des grandes prévisions sur le futur, mais avec très très peu de mots sur la qualité de vie, la santé de ceux qui vivent autour de cet aéroport. Donc à un moment donné, ça suffit. Et en ce qui me concerne, en tout cas, il faut beaucoup plus collaborer avec les aéroports régionaux. On a vu que c'était possible dans un certain nombre de domaines. Et le fret n'a plus sa place à Bruxelles Nationale. Oui, donc pour vous c'est clair. Là, il y a 2 compagnies qui disent qu'elles partiront, peut-être 3 autres qui suivront. C'est pas grave. Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Je pense qu'elles doivent pouvoir travailler dans d'autres aéroports. Liège, aujourd'hui, l'aéroport de Liège, qui est déjà un aéroport grandement de fret, est demandeur d'accueillir des compagnies supplémentaires. Donc, pourquoi ne pas se mettre autour de la table avec les aéroports régionaux et voir comment mieux collaborer? Un de vos tweets récents parlait de propos dénigrants du ministre Belot concernant ces fameuses normes de bruit. Ah oui, ça témoignait d'une méconnaissance totale du dossier. Mais je suppose qu'il voit ça de très loin depuis Rochefort, lorsqu'il a dit que les bruits des avions étaient inférieurs au bruit des trams et des bus ici à Bruxelles. Enfin, ça, c'est absolument ne pas connaître la manière dont aujourd'hui les Bruxellois et les Bruxelloises vivent les nuisances de ce survol, qui est malheureusement devenu beaucoup plus intensif depuis 2 ans, puisque la situation s'est complètement dégradée, que ce soit sur la route du Canal, que ce soit sur la route du virage gauche-court, que ce soit même dans l'application de la fameuse ordonnance du 31 juillet 2014 qui n'est pas respectée aujourd'hui, ou les atterrissages en piste 01. C'est vraiment Bruxelles qui est cernée de partout par ce survol. Aujourd'hui, le ministre Belot reçoit Belgocontrol et l'administration concernant l'audit en fait, sur la bonne utilisation des pistes qui a été fait durant le mois d'octobre. On sait qu'à ce moment-là, on avait frôlé de peu un accident à l'aéroport. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de réunion ?
qu'il reprenne un peu la main sur un organisme dont il a la tutelle. Il lui échappe ? Totalement. Belgocontrol est aujourd'hui un État dans l'État. Ça fait plusieurs années que je le dis. J'ai demandé au ministre Belot de vérifier si Belgocontrol appliquait strictement les instructions qui sont données soit par la DGTA, soit par le ministre, notamment en matière de respect des normes de vent. Ce n'est pas le cas. Mais j'espère que maintenant, après 2 ans, enfin, il va leur faire entendre raison. Alors, le ferroviaire, aussi un dossier du ministre Belot, est au cœur de l'actualité. On apprend que la SNCB veut développer des trains sans accompagnateur. Ça vous fait réagir ? Ah oui, je trouve que ça va totalement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Parce que les accompagnateurs de train, c'est quoi? C'est du lien social dans le train. C'est du contrôle en matière de sécurité. En même temps, il n'y en a pas dans le métro, hein. Non, eh bien, moi je trouve qu'il faudrait développer justement une expérience pilote en région bruxelloise dans ce domaine-là, restaurer ce que nous avons connu quand nous étions tout jeunes, en tout cas en ce qui me concerne. Du temps des trams ? Dans les trams, dans les bus, où il y avait des accompagnateurs. Ça crée du lien, ça crée de la sécurité, ça décharge aussi le conducteur de toute une série de tâches. Et je pense qu'on pourrait le faire. Pas partout, parce qu'il y a aujourd'hui 4000 chauffeurs de bus, de tram ou de métro en région bruxelloise, mais le faire sur certaines lignes, à certains moments donnés de la journée, ça créerait aussi de l'emploi, et je pense que ça rendrait les transports en commun encore plus conviviaux. Alors, puisqu'on parle de rail, on apprend que la fameuse ligne RER 124 qui est vers Nivelles, ce sera la dernière qui sera terminée. La date annoncée, c'est 2027-2030. Les autres, ce sera pour 2024. Vous y croyez encore à ce délai-là ? De qui se moque-t-on ? Moi, j'ai commencé ma vie politique il y a très longtemps et on parlait déjà du RER. Et aujourd'hui, on me parle de la finalisation de ce chantier en 2027 et 2030. Qu'est-ce que ça démontre? C'est qu'au niveau de la SNCB, le RER n'a jamais été une priorité. Et donc, aujourd'hui, je suis extrêmement sceptique, mais comment voulez-vous expliquer à ceux qui sont bloqués tous les jours dans les embouteillages à Bruxelles, et ils sont malheureusement de plus en plus nombreux, que nous n'avons pas d'alternative pour nos nafteurs, pas d'alternative crédible, puisque ce RER, il faudra encore attendre 10 ans. Est-ce que la mobilité à Bruxelles, c'est quelque chose qui avance bien? On a l'impression, sur le cas du rond-point Louise, qu'il y a un peu du tirage dans la majorité. Rudy Vervoort et le ministre Van Engel disaient d'un côté retour à la normale pour le rond-point, et puis communiqué du ministre Smet qui disait qu'il y avait eu des pressions, qu'il y avait des réactions irrationnelles sur ce dossier-là, alors que le bilan était positif. Oui, enfin, le bilan positif, je constate quand même qu'un certain nombre de personnes qui se sont rendues dans le centre-ville ont été bloquées pendant de très très nombreuses minutes pour sortir d'un parking. Est-ce que ça coince politiquement sur les choix de mobilité? Je pense qu'il y a des sensibilités différentes et des sensibilités certaines qui visent à développer la politique des transports en commun, la mobilité douce, et c'est extrêmement positif. Moi, je dis c'est positif à partir du moment où il constitue une véritable alternative à la voiture, c'est-à-dire l'installation de parkings de dissuasion. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont pas encore très nombreux en région bruxelloise ou en dehors de la région bruxelloise. Ça veut dire le RER dont j'ai parlé, ça veut dire le développement des lignes de métro. Le gouvernement a bien avancé dans ce dossier, mais ça mettra encore du temps. Donc, à un moment donné, il faut offrir à l'automobiliste une alternative à son déplacement en voiture. Et ça, ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Donc, quand on parle de réduire la E40, donc le bout de l'autoroute de Liège, vous dites qu'il faut attendre, ce n'est pas le moment? Mais moi, j'ai dit que le momentum n'était sans doute pas l'idéal, puisque rétrécir encore les bandes d'accès à Bruxelles, alors qu'on était en plein blocage du tunnel Montgomery. Bon, aujourd'hui, il est réouvert, fort heureusement réouvert depuis hier, que le viaduc, la destruction du viaduc est encore en travaux, ce boulevard urbain n'est pas encore réaménagé. Je pense qu'on doit être tout de même attentif à ce que les gens ne désertent pas complètement Bruxelles. Attention au développement économique de notre ville, attention au commerce qui souffre terriblement de cette congestion automobile. Est-ce qu'on risque pas d'être dans une paralysie, de ne pas prendre beaucoup de décisions si on attend le RER, les parkings de dissuasion qui dépendent en partie de la Wallonie et de la Flandre, finalement de ne pas faire grand-chose dans Bruxelles? On en a pris sur le métro. On en prend sur le... Le métro, c'est dans des années. Hein. Oui, mais pour la première fois, ce gouvernement a pris cette décision. Alors, on sait que par le passé... OK, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans l'immédiat, il faut continuer à développer les fréquences, il faut continuer à acheter du matériel roulant, mais il faut aussi arrêter de complètement toujours bloquer les automobilistes tant qu'il n'y a pas d'alternative. Pour vous, ce n'est pas la solution. Alors, il y a un comité de concertation qui existe entre l'État et les régions, qui se réunit régulièrement. Alors, soit on en entend parler quand c'est la catastrophe, soit il n'y a pas moyen de savoir ce qui s'y passe. Il y en avait un ce matin. Donc, pas beaucoup d'avancées là-dessus.
Et ça nous fait penser à cette fameuse communauté métropolitaine. Hein. On avait dit, c'est là que tout le monde devait se réunir pour faire avancer des gros dossiers, dont la mobilité, pas seulement. Qu'est-ce qu'il en est? Mais malheureusement, on n'en est nulle part. Or, c'est un acquis de la 6e réforme de l'État. Hein, et nous avons, du côté francophone, et le CDH particulièrement, plaidé pour cette communauté urbaine. Parce qu'il y a toute une série de dossiers. Vous avez parlé de la mobilité, ça vaut pour les taxis, ça vaut pour l'environnement, ça vaut... Mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Qui est-ce qui bloque? Parce que du côté du gouvernement flamand, on n'en veut pas pour l'instant. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est à un momentum où les francophones devraient pouvoir exiger la mise sur pied de cette communauté urbaine. Donc il manque d'énergie là-dessus? On doit aller, je pense que le gouvernement bruxellois doit mettre maintenant ça sur la table des négociations avec le gouvernement flamand. Pourquoi? Parce que le gouvernement flamand, il est quand même demandeur de toute une série de dossiers qui concernent également la région bruxelloise, que ce soit la sécurité autour du futur stade, que ce soit l'élargissement du ring, que ce soit les lignes de Lane qui doivent arriver à Bruxelles. Ils sont demandeurs d'une discussion à Bruxelles. Plutôt que de saucissonner le dossier, profitons-en pour mettre maintenant enfin sur pied cette communauté métropolitaine. Et vous n'avez pas l'impression que c'est une priorité du ministre-président Vervoort? Je pense qu'il a déjà envoyé des signaux du côté du gouvernement flamand, que malheureusement ça a été reçu assez froidement. Mais aujourd'hui, il devrait pouvoir leur dire que si la Flandre est demanderesse sur toute une série de dossiers, eh bien Bruxelles est aussi demanderesse qu'on mette enfin sur pied cet acquis de la 6e réforme de l'État. Alors rapidement, un petit point sur votre commune. Il y a une destruction du cottage du manoir d'Anjou qui a été démoli le 9 décembre, alors qu'un recours au Conseil d'État avait été introduit par des habitants. Comment c'est possible ça? Je regrette évidemment cette démolition. La commune a toujours été dans ce dossier aux côtés des habitants et en recours, ils ont obtenu, les promoteurs ont obtenu un permis d'urbanisme. De la région? De la région qui leur a permis de détruire ce bâtiment. Et donc on pouvait détruire avant la fin du recours au Conseil d'État? Juridiquement, ils étaient en droit de le faire malheureusement. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle interview.